Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sensationnelle, une nouvelle vidéo review de tome de One Piece. Aujourd'hui, on va s'attarder au tome 80. J'ai un peu modifié la formule, ce sera toujours des reviews chronologiques du tome, ça veut dire de la page 1 à la page 200. Sauf que je vais essayer de mieux regrouper les principaux axes des tomes par thématique en gros. Et bon, vous allez voir tout de suite, on commence par la première thématique. Donc cette première thématique va englober ce qui concerne en général la marine, puisque ce tome s'ouvre sur l'arrivée de Otsuru et de Sengoku sur Dressrosa. Alors Sengoku, on le connaît tous, c'est l'ancien amiral en chef de la marine, c'est le nouveau, il est devenu observateur commissaire de la marine, il est chargé d'une nouvelle recrue, tout ça. Et Otsuru, elle est vice-amiral, et c'était celle qu'on a vue dans le flashback de Law et de Corazon, qui était chargée du cas de Flamingo, à l'époque où celui-ci était pirate et non corsaire. Et donc c'est cool que ce soit elle qui mette une fin, entre guillemets, à Doflamingo, genre qu'il le capture. Ça fait une espèce de continuité sympa. D'autant plus que dans le tome 25, à la réunion des corsaires qu'avait organisé la marine à Marijois, il y avait une interaction entre Doflamingo et Otsuru, genre elle avait dit un truc comme, je sais plus exactement, mais arrête tes bêtises, je sais que c'est toi qui es responsable de ça, et, parce qu'il faisait bouger des marines pour qu'ils s'entretuent. Et lui, il a répondu, oh, décidément, vous m'aurez toujours fait peur, un truc comme ça, bref. La relation de Flamingo Tsuru est conclue. Voilà, c'est sympa, on voit que c'est un truc qui était mis en place longtemps, que Oda avait mis en place il y a longtemps, pardon. Donc voilà. Sengoku, lui, il est méconnaissable, hein, il a les cheveux blancs, il a son afro et tout. Ça se voit qu'il est devenu un peu comme Garp, ça veut dire qu'il a plus ce stress d'être amiral en chef avec tous les problèmes qu'il devait y avoir, j'imagine. Et donc il est un peu plus cool, il est devenu vraiment comme Garp, hein. Il arrive en mangeant des gâteaux, il demande des nouilles il demande des nouilles aux gens et tout, il n'a plus aucune responsabilité, ça se sent. Et donc, il y a une petite discussion avec Fujitora qui est intéressante, parce que Fujitora, c'est un peu ce nouveau visage de la marine dont on nous parlait dans l'île des hommes poissons. Jinbei nous en parlait en nous disant que le quartier de la marine avait été déporté sur le Nouveau Monde, et que donc la marine avait beaucoup plus d'impact dans l'univers de One Piece dorénavant. Et ça, on le ressent, parce que, déjà avec le nouvel amiral en chef, qui est Akainu, qui était un personnage on voit à Ohara, à Ohara, et à Marineford, il est vraiment justice, 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 il fait aucune concession, par rapport à un Sengoku, qui était vraiment de l'ancienne époque, donc qui peut-être un peu moins présent sur la géopolitique One Piece, ça, on va pouvoir y revenir par la suite, et qui était un peu plus laxiste, on peut dire, un peu comme Garp, hein, qui font ça, Sengoku beaucoup moins, hein, mais genre c'est une marine beaucoup moins forte que celle qu'on nous présente maintenant, parce que Fujitora, c'est vraiment un personnage qui est arrivé dans cet arc, je pense qu'à tous, il nous a laissé une forte impression. Il a fait tomber des météorites, il détruisait tout ce qu'il voulait. À la fin, il soulève toute l'île presque, tous les débris de l'île. Donc c'est vraiment un personnage qui est extrêmement puissant. Je rappelle qu'il a été recruté à la circonscription mondiale, donc je pense qu'on peut s'attendre à un taureau vert ou Ryokugyu aussi puissant que ça, et ça fait plaisir, parce que la marine, c'est devenu très rapidement dans One Piece, c'était plus trop comment dire, des menaces. Si on regarde bien, la dernière fois que la marine est une menace, c'est genre au tout début avec Smoker. Enfin, Smoker qui est un peu tout le temps là dans le manga. Mais voilà, Smoker, ça reste la seule vraie menace du côté marine. Bon, après, il y avait Aokiji aussi à un moment. Mais voilà, les menaces sont élargies au fur et à mesure de One Piece et la marine est devenue secondaire. Là, la marine, je pense, est beaucoup plus forte. Donc ça fait plaisir. Impatient de voir le nouvel amiral. Fujitora m'a beaucoup plu, c'est un personnage qui est très nuancé. Vraiment, je suis assez fan parce que on arrive à voir globalement comment il pense. Lui, il est pour une justice noble, entre guillemets. Une justice, la vraie justice, comme on pourrait s'attendre à la justice. Genre, par exemple, comme Luffy, c'est un pirate, mais vu qu'il a fait une bonne action, on peut lui pardonner. Voilà, c'est ça qui est un peu Fujitora. Sauf qu'on n'arrive pas trop à anticiper ses actions. Voilà, par exemple, typiquement là, au début, on voit qu'il fait une partie de dés pour savoir s'il capture Luffy et l'eau. Donc ça, c'est assez étonnant pour lui. Ensuite, quelques pages plus tard, il promet à Akainu qu'il va capturer
enfin quelques pages avant plutôt, il promet à Kainu qu'il va capturer Luffy. Donc voilà, c'était aussi assez étonnant. Donc voilà. Donc la marine attend de voir ce qu'elle va nous proposer. Et on va voir plus tard que peut-être que la marine va se détacher du gouvernement. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la puissance du Luffy post-ellipse. Parce qu'il y a cette scène où Luffy affronte de front Fujitora, ou Isho. Et donc il dit cette phrase où je me laisserai plus jamais, je fuirai plus jamais face à personne, que ce soit amiral, empereur, tout ça. Et il commence à se battre avec Fujitora. Alors j'ai vu des personnes qui pensaient que Luffy était capable de battre Fujitora. Moi je pense pas du tout. Luffy post-ellipse évidemment n'a rien à voir avec le Luffy pré-ellipse. Il est beaucoup plus fort, hein, il maîtrise le fluide. Ses capacités même physiques sont sont meilleures, ça veut dire qu'il s'est entraîné. Il a les Gear Force, enfin voilà, c'est sans aucune commune mesure les deux mêmes personnages. Mais de là à dire qu'il peut affronter un amiral, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà les amiraux c'est des personnages extrêmement puissants qui ont été introduits dans le tome 33 il me semble, avec Aokiji qui a vaincu tout l'équipage en 15 secondes. Et puis on voit un éventail un petit peu de leur puissance à Marineford, puisque ça se voit qu'ils n'ont pas mis toute leur puissance. Peut-être à la fin Kainu, mais les autres bof. Ensuite, Luffy a galéré à vaincre Doflamingo, parce que, enfin, Luffy a certes battu Doflamingo, mais si le combat avait eu lieu en 1v1, Luffy n'aurait jamais battu Doflamingo, parce qu'il a fallu l'intervention de Law et de sa technique, le Gamma Knife, il me semble, qui détruit le corps de l'intérieur. Il a fallu aussi que les combattants du Colisée retiennent Doflamingo pour que Luffy puisse se recharger en fluide et relancer un Gear Force. Il a fallu... Enfin, il y a plein de circonstances qui ont fait que Luffy a réussi à le battre. Mais si le match avait eu lieu, le combat pardon, avait eu lieu en 1 contre 1, Luffy n'aurait vraisemblablement pas gagné. Bon après il aurait peut-être sorti une autre technique que je ne connais pas ou un truc comme ça. Mais voilà, quand Luffy a lancé son son Kong Gun pardon, non son Leo Bazooka pardon qui envoie Doflamingo dans la falaise, il pensait l'avoir battu donc c'est dire qu'il était assez confiant en lui. Et pourtant Doflamingo se relève. Donc la question que je me pose c'est comment Luffy va faire par la suite parce que là vraisemblablement il va affronter des empereurs, Kaido, Big Mom, eux c'est ceux qui vont arriver le plus rapidement je pense, et comment il va faire pour combler l'écart de puissance. Alors soit il va y avoir une autre phase d'entraînement, avec je sais pas peut-être uniquement les Mugiwara ensemble, l'équipage chapeau de paille ensemble, mais je sais pas trop comment organiser ça, soit il y aura un entraîneur donc, ça par contre je n'ai aucune idée de qui ça peut être, soit Luffy va battre ses prochains ennemis comme maintenant par des moyens un petit peu détournés, donc soit en faisant des alliances avec d'autres pirates, par exemple pour Kaido avec l'équipage, enfin l'alliance KHA, Kid, Hawkins, Apu, donc peut-être qu'à 5 avec Law, ils pourront essayer de vaincre Kaido et son équipage, ses lieutenants, tout ça. Mais à part ça, ça me semble difficile. Enfin, là, Luffy, c'est à, entre guillemets, provoquer les plus grands. Et ça va pas se résoudre amicalement, je pense. Il va falloir trouver une solution. Donc, je me demande dans quelle direction Oda nous emmène. Soit l'entraînement, soit les alliances, soit un mélange des deux. Hein. Peut-être une nouvelle ellipse, je sais pas. Voilà. Ensuite, je vais revenir très vite sur le pouvoir de Manchili, la princesse des Tontata. Je me suis déjà exprimé dessus dans la précédente vidéo, enfin dans la précédente review, mais vous l'avez peut-être pas vu. Et donc son pouvoir c'est de créer des récupiscenlis, c'est ces plantes qui soignent tous les maux, toutes les blessures, toutes les maladies, enfin pas les maladies mais qui soignent en tout cas les blessures, à partir de l'énergie d'autres humains. Et donc pour moi, ça veut tout simplement dire que ces plantes, les récupiscenlis, existent pour de vrai quelque part dans le monde de One Piece et que Manchili peut les créer. Et donc, ça me fait penser un petit peu au but ultime de Chopper, son rêve, découvrir la panacée. Et peut-être qu'à cette plante, panacée, enfin, on s'en doutait un petit peu, mais les récupiscenlis nous guident un peu plus vers ça. Donc peut-être que cette plante, la panacée, existe pour de bon et qu'on finira par la trouver. Tout simplement. Ensuite, je vais très vite revenir sur une petite séquence émotion que comporte ce tome. C'est le dialogue entre Trafalgar Law
et Sengoku qui concerne Rosinante ou Corazon. Et donc les deux discutent, enfin c'est très rapide, hein, c'est pas extrêmement long. C'est juste touchant de découvrir cette nouvelle facette de Sengoku. Enfin Sengoku, on l'a toujours vu comme quelqu'un d'assez peu expressif. Là on le voit dans un petit flashback où il pleure et tout, où il parle de son fils et qui est un peu le père entre guillemets de substitution de Law. Et je trouverais ça marrant que Garp soit au courant et que Garp contre-attaque un petit peu enfin, ce que disait Sengoku avant, du genre ah ta famille de dégénérés, j'en ai marre, et de toi Garp et de ton fils et ton petit-fils, que Garp il lui dise la même chose, genre ah j'en ai marre de ton petit-fils, Law, il est relou, tout ça. Voilà, c'est un petit truc que je trouverais marrant, voilà. Après toute une série de péripéties et d'événements divers et variés, on a genre Fujitora qui soulève tous les débris de Dressrosa au ciel pour les envoyer contre Luffy et ses alliés, mais qui finit par abandonner parce que les habitants de Dressrosa protègent Luffy. D'ailleurs à ce moment-là, on a une vision un petit peu dans les yeux, enfin comment voit entre guillemets Fujitora vu qu'il est aveugle. Il voit des espèces il voit les corps mais sous une forme d'énergie un petit peu. Et ça rappelle un petit peu ce que voyait Usopp quand il lance le projectile depuis le plateau de Dressrosa au palais pour atteindre Sugar. Donc c'est je pense la vision que les gens ont avec le Haki, enfin le fluide de l'observation ou un fluide de l'observation très développé. Parce que Fujitora, il arrive même à entendre les petites voix et tout, donc voilà, c'est ce que je pense. On arrive au chapitre 800, et qui dit chapitre d'une centaine, si vous ne le savez pas, c'est une très grosse révélation. Par exemple, je sais pas, en tête, moi, j'ai le chapitre 500, je crois, où on voit pour la première fois Rayleigh, le lieutenant de Gold Roger. Mais voilà, vérifiez, tous les chapitres 100, entre guillemets, genre 100, 200, 300, 400, 500, voilà, ont une révélation majeure. Chapitre 700, on avait le fait que Doflamingo avait le pire au fruit. Donc voilà, enfin, regardez, vous verrez, c'est assez sympa. Donc ce chapitre 800, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a l'alliance de Luffy, c'est-à-dire la formation de l'alliance de Luffy, un peu comme avait Barbe Blanche, c'est-à-dire il y avait son équipage à lui et d'autres pirates qui étaient alliés. Bah là on a ça, on a la création de la flotte de Luffy, où on va passer de 9 compagnons à des milliers. Et je vais revenir ici, capitaine de flotte par capitaine de flotte, pour vous dire mes impressions. Alors le premier capitaine de flotte c'est Cavendish. Cavendish c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un pirate de premier choix. Enfin, honnêtement, on aurait pu faire mieux qu'un premier capitaine. Il avait une prime de 200 millions, il me semble, mais on l'a vu dans l'arc avec Akuba et tout. Enfin, il est vraiment super puissant. Peut-être qu'il va apprendre à maîtriser Akuba. J'attends de voir son équipage aussi, l'équipage des jolis chevaliers, un truc comme ça, je sais plus, des jolies fleurs. Voilà, bref, et de voir ses aventures, pourquoi pas dans des mini-aventures. Où on le verrait, je sais pas, face à des trucs ou je sais pas. Dommage que sa prime n'ait pas augmenté. Par ailleurs, c'est un peu triste. Et voilà, donc Cavendish, je valide 100%. C'est vraiment celui que je voulais voir comme allié. Et on verra que c'est pas le cas de tous les pirates. Ensuite, il y a Bartolomeo, qui est le capitaine de la deuxième flotte de Luffy. Et son équipage, j'ai plus en tête son équipage, désolé. Et bref, Bartolomeo, qui est comment il s'appelle, le fanboy ultime des Mugiwara, il les kiffe et tout. Voilà. Lui, ça m'a un peu surpris qu'il soit déjà capitaine de la deuxième flotte. J'aurais plus vu capitaine de la première flotte, vu que c'est le fan et tout. Et en plus, ça m'a surpris parce que lui, son objectif, c'est de rentrer dans l'équipage de Luffy, pas de seulement appartenir à sa flotte. Donc peut-être qu'il va y avoir une évolution de ce personnage enfin, on le voit à un moment, il dit qu'il n'est pas digne d'appartenir à l'équipage. Peut-être qu'il va parcourir des trucs et que Luffy finalement va lui dire allez, viens dans mon équipage et tout. Peut-être que la flotte de Luffy va se faire décimer, ce sera que Bartolomeo. Bref, on peut s'imaginer plein de trucs. Mais je pense que dans un avenir assez lointain, Bartolomeo rejoindra l'équipage de Luffy. Après, il y a Donsai. C'est celui dont j'ai le plus envie de voir l'évolution parce que quand on l'avait vu dans le Colisée, dans le combat du bloc B, attendez, le bloc 1 c'était Burgess, le bloc 2 il me semble c'est Luffy du coup, le bloc C c'était Bartholomew, non, Luffy dans le bloc C, et ouais, Luffy dans le bloc C, donc
On l'avait vu dans le combat du bloc C, ils avaient une technique de combat spéciale, c'est Sai du Pays des Fleurs, ou maintenant c'est Don Sai, vu qu'il est devenu le chef de la marine des 8 trésors. Et voilà, donc c'est devenu le chef. Et leur technique, elle consiste en des coups qui vibrent en fait. On le voit à un moment, il frappe un bouclier d'un mec, le bouclier vibre, il se pète, et après ça atteint le coup, enfin ça atteint la personne. D'autant plus que il a une technique spéciale, lui aussi il se bat avec les pieds, une espèce de hallebarde, ça c'est sympa à voir. Et il maîtrise le flûte, lui et son frère qui s'appelle Bou. Bou, ouais, voilà, il me semble que c'est Bou. Et voilà, donc vraiment, Sai, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié, que j'espère voir à l'avenir dans le manga, avec un rôle un peu plus prépondérant. On sait qu'il vient du Pays des Fleurs, qu'il est de la dynastie, la dynastie pardon, Sai, donc on le verra peut-être à la rêverie, je sais pas, et j'espère qu'on va en savoir plus, qu'on le verra plus. Pourquoi pas qu'il s'entraîne avec Sanji pour lui apprendre sa technique là spéciale pour améliorer ses coups, je sais pas, voilà. Après oui, je regarde parce que je connais pas exactement par cœur. 4, on a l'équipage de Hideo. Donc Hideo, c'est aussi un personnage que j'apprécie beaucoup, celui qui a les grandes épaules et qui a les coups de pied canon, les coups de poing, pardon, le boxeur canon, qui a remporté plusieurs tournois sur le nouveau monde de combat. Donc lui aussi c'est un personnage dont j'aimerais voir l'évolution parce qu'il n'a pas trop été mis en valeur sur Dressrosa. Il se faisait battre, il s'est fait battre très facilement. Il me semble même que comment il s'appelle, que c'est, non, censé, je me rappelle que la conclusion de leur combat, elle n'a pas vraiment lieu avec l'homme poisson Raskas. Enfin, cet homme poisson la Raskas, celui qui portait des talons et tout, elle n'a pas finalement lieu parce que c'est Akuba qui bute tout le monde. Mais justement, j'aimerais peut-être le voir s'entraîner. Il s'est rendu compte de ses erreurs, il se dit, enfin de ses erreurs, de sa faiblesse dans le nouveau monde, il s'en est rendu compte. Donc j'espère qu'il va s'entraîner, qu'il va devenir plus fort. D'autant plus que dans son équipage, il y a Abdullah et Jit qui l'ont rejoint, deux personnages qui étaient assez comiques mais qui n'étaient pas très puissants. Ah d'ailleurs j'ai oublié que dans l'équipage de Cavendish, il y a Suleiman, le découpeur de tête, le criminel de guerre qui l'avait rejoint. Ça peut être intéressant à voir, je sais pas trop comment les deux vont dialoguer vu que Suleiman il est muet et tout et surtout comment il va s'intégrer dans l'équipage de par son statut de criminel de guerre. Après en 5, on a un truc que je ne comprends pas, c'est l'équipage entre guillemets des nains, de Tontata. Alors peut-être que les Tontata vont emprunter la mer, parce que le principe d'une alliance, enfin je pense, enfin qu'ils aient au moins la capacité de naviguer sur mer, parce que le monde de One Piece est essentiellement maritime. Donc l'équipage des Tontata, je ne comprends pas trop, avec Léo en capitaine. Je sais pas, à voir, mais honnêtement c'est un truc que vraiment j'ai une petite incompréhension. En 6, on a l'équipage des géants mené par Ajrudin et ces 4 potes géants qui étaient sous le commandement de Baggy, on va le voir après. Et donc cet équipage à voir aussi, parce qu'Ajrudin, bah, mis à part le fait d'être un géant, n'était pas si puissant que ça, enfin pas plus puissant que les autres géants qu'on a vus. Donc voir les autres géants aussi à quoi ils ressemblent et voir à quoi va ressembler leur futur équipage de géants, puisque c'est l'objectif d'Ajrudin. En 7, on a Orlimbus. Alors lui, j'ai aussi un mauvais a priori sur lui, enfin j'aime pas trop son chara design, j'aime pas trop sa technique de combat, mais il a l'avantage d'avoir une flotte énorme, enfin c'est lui qui apporte le plus gros dans l'équipage de Luffy. Il a plein de bateaux, on voit son bateau ultime, le Yotamaria il me semble, qui est énorme, il est gigantissime, donc c'est celui qui sera peut-être le plus utile pour les guerres qui vont avoir lieu sur mer, parce que oui, il faut pas l'oublier, les guerres ont aussi lieu sur mer dans One Piece, et voilà, mais à part ça, honnêtement, Orlimbus, pas plus. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'équipage de Luffy commence à se diversifier, on a des géants, avec peut-être un recrutement massif sur Airbaf, ou je sais pas, on a les Tontata, et on a les longs bras avec Hideo, donc voilà, on avait les hommes poissons où il y a une pseudo-alliance avec Jinbei, et enfin Jinbei il est plus dans l'équipage, mais du coup l'équipage du soleil est pseudo-affilié à celui de Luffy, donc voilà. Après on a la voix du narrateur qui nous raconte qu'il ne le savait pas, mais en faisant cette alliance, il leur arriverait des trucs de fou, voilà. Ça c'est un gros teasing pour, je pense, la bataille finale, où Luffy aura besoin de tous ses éléments, de tous ses amis, de toutes les personnes qu'il a rencontrées, pour pouvoir se battre contre tous ceux contre tous ceux qu'il y aura à affronter. Je sais pas, le gouvernement, la marine, les empereurs, voilà,
Je sais pas trop comment va se goupiller cette guerre finale, contre qui elle sera, avec quels intervenants. Visiblement, ce sera tous les intervenants du monde de One Piece, et donc quelle sera la cause? La cause de Marineford, c'était la capture de Ace. Là, il faudrait une cause, je sais pas, la capture de Luffy. Honnêtement, aucune idée. J'attends de voir ça avec impatience. Et voilà. J'ai oublié de le dire, mais cette grande guerre, cette énorme guerre nous est un petit peu teasée par Doflamingo lors de sa capture. Hein. On le voit avec Otsuru, il est attaché, mais il lui dit faites gaffe, en vous capturant, vous allez déchaîner les plus grands monstres de ce monde et tout. Donc voilà. Ça regroupe, ça rejoint l'idée que cette guerre aura plusieurs intervenants. Ce ne sera pas uniquement un Luffy contre Marine, ce serait assez décevant, mais on peut imaginer une grosse battle royale. Voilà. À voir comment Oda va organiser ça, faut qu'il y ait une bonne raison, parce que juste, je sais pas, faut qu'on se batte, ce sera pas suffisant. Il faut bien organiser ça pour que chaque intervenant ait son rôle et son importance, et pas délaisser des personnages. Et j'attends juste de voir comment ça va se goupiller, comme je l'ai dit plein de fois maintenant. Après, ça tient sur une unique page, mais c'est une information assez importante, enfin même très très importante, capitale presque. C'est le retour de Rabuchi qui appartiendrait extrêmement vraisemblablement au CP Aigizo ou CP0. Et donc, en plus, il sera accompagné de Spandam. Alors c'est assez bizarre ça, parce que après l'arc Enies Lobby, rappelez-vous, Lucci il est emmené par ses compères du CP9 à la ville qui était à côté, j'ai plus le nom en tête, je crois que c'est la ville des Gourmets, un truc comme ça, où il est emmené là-bas pour se faire soigner. Il est soigné, mais Spandam, qui était le chef du CP9, hein, c'était pas Rob Lucci c'est le chef de l'unité d'assassins, c'était même le mec le plus puissant de toutes les générations, mais bref, Spandam c'était un peu le chef administratif, vu qu'il c'était pas un assassin un vrai, pour de bon. Donc voilà, Spandam avait lancé un avis de recherche sur Rob Lucci, enfin il voulait tuer Rob Lucci. Il envoie d'ailleurs les vice-amiraux qu'on avait vu lors du Buster Call sur Enies Lobby, que nos amis les Mugiwara avaient affronté, il les envoie, ils se font vaincre assez facilement. Et il y avait, enfin, à la fin, on sent vraiment que Rob Lucci n'appartient plus à aucune instance du gouvernement, ni à la marine, que c'est devenu un hors-la-loi. Et que Spandam, lui, par contre, a gardé son poste. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, d'autant plus que Rob Lucci lui parle maintenant un petit peu comme comme il avait un grade supérieur. Donc c'est assez bizarre, j'aimerais en savoir plus, surtout sur le CP Aigizo. On a vu plusieurs personnages, on a vu le grand avec les dreadlocks, le petit avec le chapeau melon, il y a un autre, je sais plus à quoi il ressemble. Donc maintenant on sait qu'en plus il y a Spandam, je sais pas quel poste il peut avoir vu qu'il est extrêmement faible, il est extrêmement nul. Et Rob Lucci, lui par contre c'est une valeur sûre. Mais j'ai envie de savoir comment il a rejoint cette unité et aussi quel est le statut maintenant de ses compères. Est-ce qu'ils ont tous rejoint le CP0 Kaku, Khalifa, Jabura, bref, tous presque, tous. Est-ce qu'ils ont rejoint le CP0 ou est-ce que certains ont décidé de ne pas le rejoindre comment dire, à quelles conditions? Est-ce que certains sont devenus des pirates? Moi je pensais que le CP9 avait rejoint, enfin était devenu des pirates et avait rejoint Kaido, mais visiblement c'est pas ça. Ou alors c'est pas totalement ça, et peut-être que Rob Lucci qui a rejoint le gouvernement et les autres ont décidé de prendre leur chemin. Voilà, c'est des informations que je veux savoir et que j'espère que j'aurai. Oda ne me déçoit pas. Il y a un événement dont j'ai volontairement pas parlé pour le regrouper, comme je vous l'ai dit, avec cette thématique-là. C'était le fait que Luffy avait un petit peu enlevé Rebecca au Palais Royal pour l'emmener sur le plateau des tournesols à Kyros pour que la famille se recompose et qu'ils se disent ce qu'ils avaient à se dire, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et tout ça pour aboutir au fait que la famille Rebecca Kyros est reconstituée et que vraisemblablement ils sont quittés un petit peu la royauté au profit de Riku et de Violette. Donc on aurait Rikudol III qui serait redevenu le roi, le souverain légitime du pays de Dressrosa. En princesse, on aurait Violette, ou Viola, comme vous voulez. Et à part, on aurait Rebecca et Kyros. Sauf qu'on sait maintenant que tous les habitants de Dressrosa presque savaient que la mère de Rebecca avait eu un enfant avec Kyros et n'était pas vraiment morte comme il l'avait fait croire.
Et donc voilà, peut-être que donc finalement Rebecca va redevenir cette princesse et que Viola, je sais pas ce qu'elle va faire du coup, voilà. Et tout ça pour vous dire, pardon, que les personnes qui vont à la rêverie, je pense, seront tout d'abord Riku Doll 3, c'est le plus logique, hein, enfin c'est le roi, donc il est évident qu'il aille au conseil des rois. Kyros en tant qu'adjoint, on l'a vu que chacun des rois dans le flashback sur la rêverie avait un adjoint. Par exemple, Walpole il avait Dalton, euh, comment il s'appelle le père de Vivi c'est Cobra Nefertari avait Igaram. Donc voilà, peut-être que cette fois-ci pour Riku Doll 3 ce sera Kyros. Ou alors Tankman qui est le chef des armées. Et en famille royale, peut-être qu'on aura Rebecca et Violette. Et donc Violette, ce serait pratique parce que son pouvoir permet de tout voir. Et donc elle verrait tous les complots, en gros, toutes les alliances, tous les trucs comme ça. Ce serait assez intéressant qu'elle soit là pour le royaume de Dressrosa. Et en autre personnage qui va à la rêverie, on a évidemment Elisabello, le roi Elisabello, celui au point explosif qui peut tuer un empereur, ça c'est ce qu'on nous avait dit, j'attends de voir. Et lui, son rôle, pour moi, il sera encore plus prépondérant, parce que lui, au contraire de Riku, il est vraiment sur... Enfin, il s'exprime vraiment comme il pense, entre guillemets. En gros, il dit ce qu'il a à dire, et je pense qu'à la rêverie, quand le cas Dressrosa va tomber, lui, il va leur dire « Ouais, mais vous avez rien fait pour nous, à cause de vous, il y avait la guerre, et tout, et tout, et tout. » Et qu'il va lancer son King Punch, qui va tout détruire. Bon, voilà, là, on part dans les fabulations. Mais voilà, pour moi, Elisabello va avoir un rôle prépondérant dans la rêverie. Et voilà, c'est un point qui me semblait important. Bon, j'ai lu le tome 81, 82, pardon. Il y a eu un autre truc sur la rêverie, mais on en reviendra au moment de la review. Petit focus sur un tout petit moment de la conclusion finale de One Piece, hein, où on a le narrateur qui nous explique que le pays de la danse a retrouvé sa quiétude, tout ça, tout ça, tout ça. C'est que les Tontata créent des statues à l'effigie des pirates qui les ont aidés. On a Lucy, on a Usopp Land, on a Franky Land, on les a tous. Et ça me rappelle que petit à petit, la légende Usopp s'écrit. Parce que rappelez-vous, sur Upper Yard, dans les îles Célestes, il y a déjà une statue de Usopp. Là, on a une statue encore de Usopp. Donc la légende d'Usopp s'écrit, son rêve est en train de se réaliser. Parce que, moi, le rêve d'Usopp, comment je le vois, c'est que il sera connu, extrêmement connu, et il va atteindre ce statut d'homme fier qu'il veut être. Mais c'est pas l'inverse, c'est un homme fier qui va devenir connu. Je sais pas si je me fais comprendre, c'est qu'il y aura déjà une légende derrière lui au moment où il va devenir vraiment la légende. Donc voilà, c'est toujours ce parallèle entre le mensonge et la réalité. Là encore une fois, Usopp, il a créé toute une histoire avec Mont Blanc et tout pour agrandir un petit peu ce qu'il représente. Mais il commence petit à petit à réaliser son objectif. Voilà, c'est juste pour revenir sur ça. Et j'en suis très content, j'aime beaucoup le personnage d'Usopp et j'ai envie de voir comment il va évoluer. Là encore, je veux revenir brièvement sur un point de ce tome qui est beaucoup plus explicite dans les tomes suivants. Et donc, quand je ferai les reviews des tomes suivants, je vous en parlerai plus profondément. C'est le personnage de Jack qui était évoqué sur Punk Hazard et qui là, on le voit en chair et en os et qui décide tout simplement de s'attaquer à la flotte des deux amiraux et du vice-amiral et qui le dit franchement oui, je m'en fous, je vais les attaquer, voilà. Donc qu'est-ce qui se dégage de ce personnage là, c'est qu'un seul bateau contre trois navires de la marine qui sont déjà des, comme Crocodile l'avait dit, à Impel Down, un navire de la marine manipulé par n'importe qui, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais là en plus on a Fujitora, Sengoku et Otsuru dessus, donc c'est vraiment que Jack est un personnage très confiant en lui, très confiant en ses capacités à pouvoir se battre, et voilà, mais je vous en parlerai comme je vous l'ai dit dans les prochains tomes. J'espère que vous serez là. Maintenant je vais aborder le petit voyage que vont faire nos amis sur le bateau de Bartolomeo, vous savez ceux qui étaient restés sur Dressrosa, Luffy, Zoro, Usopp, Robin et Franky. Et donc
Un truc qui m'a premièrement plu, c'est le fait qu'on retrouve la dangerosité de l'environnement dans One Piece. Enfin, c'est un truc qui était très présent dans les premiers tomes, à savoir que la mer elle-même était un danger, pas seulement les personnages, la marine, tout ça, mais l'environnement, la mer était un danger. Il y avait des monstres marins, il y avait des phénomènes météorologiques dangereux, je sais pas, les vagues renversées, enfin plein de trucs comme ça. Voilà, là on le retrouve puisqu'on n'a pas, on n'a pas de navigateur sur ces bateaux-là, c'est tout simple. C'était assez marrant que cet équipage utilise les conseils de leur grand-mère pour naviguer et qu'ils soient arrivés jusqu'au Nouveau Monde. C'est surtout pour le gag, hein. Si on avait voulu suivre la cohérence entre guillemets, jamais il serait arrivé sur le Nouveau Monde, mais bon, c'est marrant, voilà. Et ce qu'on apprend pendant ce voyage, c'est la prime de nos amis, les nouvelles primes de nos amis après les événements de Dressrosa. On a donc Luffy et Law à 500 millions, ça c'est pas étonnant. Law a perdu son statut de corsaire, du coup sa prime n'est plus gelée, elle était à 440 millions, je le rappelle. Et Luffy a dépassé la prime de Jinbei qui était cotée à plus de 400 millions. On sait pas enfin je ne sais pas exactement combien, peut-être que vous savez dans les scans, je sais pas, mais moi je ne sais pas exactement combien. Donc voilà, enfin, c'est plus logique vis-à-vis de Jinbei dans l'équipage, hein. Si on a un membre de l'équipage qui a une plus grosse prime que le capitaine, c'est un peu bizarre. Et donc 500 millions c'est cohérent, plus 100 millions par rapport à leurs anciennes primes pour Luffy, plus 100 millions par rapport à son ancienne prime pour Luffy, pardon. Donc voilà, c'est pas étonnant après ce qu'il a fait, hein. On rappelle tous les événements de Luffy qu'il a fait, c'est pas étonnant que ça arrive à 500 millions, qui est une prime énorme. Mais il n'arrive toujours pas à celle de son frère, Ace, qui était à 550 millions. Donc pourquoi pas après le prochain gros événement qu'il va faire. Donc voilà. Ensuite on a celle de Zoro à 320 millions, donc plus de 100 millions, ce qui est un bond énorme. Mais bon, je pense clairement que la marine a remarqué que Zoro était extrêmement puissant. Quand il découpe Pika en deux, voilà, c'est un enfin c'est un grand danger pour la marine, j'imagine. En plus, il est le second de Luffy qui est passé à 500 millions, donc c'est normal qu'il ait lui aussi une grosse prime. Après on a Usopp qui est passé à 200 millions, donc plus 170 millions. En plus, son visage a été révélé sur cette nouvelle affiche. Donc je crois que dans les prochains tomes, on voit la réaction de Kaya et des enfants, piment, carotte et oignon. Donc là aussi ça fait plaisir, enfin plaisir entre guillemets, mais ça rejoint ce que je disais. Usopp va créer sa propre légende après avoir été... Enfin, Usopp va devenir une légende après avoir créé sa légende. Là, il a 200 millions, mais il les vaut clairement pas, hein. Je pense qu'il se fait battre par le Zoro qui valait 120 millions, donc c'est pas une question de puissance. Mais il a su montrer dans cet arc, à travers le God Usopp là, qu'il était capable de rallier plusieurs hommes, et ça c'est un truc qui fait peur à la marine. Il y a Ashruddin qui le considère comme vraiment lui comme un dieu, il y a Abdullah Ejit, voilà. Il a su fédérer, et ça fait peur à la marine. Et surtout ça leur a fait peur, enfin, ils se sont dit, lui il doit être extrêmement puissant pour réunir autant de monde, alors que c'était pas du tout le cas, rappelez-vous-en. On a, j'ai envie de dire, tous ceux qui ont eu les plus 50 millions, Robin, qui était aussi sur Dressrosa, mais qui a plus 50 millions et qui passe donc à 130 millions. Ça m'étonne pas, Robin, elle a été assez discrète sur l'arc. D'ailleurs, elle est toujours un peu discrète, hein, elle ne sait pas de se mettre en avant. Ça fait partie de sa nature, hein, elle qui a fui toute sa vie. Mais Franky, ça m'a un peu déçu parce que Franky, enfin à un moment, il se bat clairement avec la marine, donc il voit qu'il est puissant, il voit qu'il a le laser de Vegapunk, donc c'est assez intriguant. Donc j'aurais aimé qu'il passe les 100 millions, qu'il atteigne, enfin moi, à la place d'Oda, j'aurais mis la prime de Franky à, je sais pas, 160 millions ou 150 millions, quelque chose comme ça, car enfin pour moi il les vaut carrément. Il y a Nami qui passe à 66 millions il me semble, donc plus 50 millions aussi, on l'a pas vu de l'arc, donc globalement tous ceux qu'on n'a pas vu de l'arc qui étaient partis avec Sanji ont eu plus 50 millions, sauf Chopper qui a eu plus 50 berry, triste pour lui. Donc il y a eu Chopper, il y a eu Brook aussi qui passe à plus 50 millions et qui passe donc à 83 millions. Et si je l'ai gardé pour la fin parce que c'est la plus intrigante, c'est la fille de Sanji. Alors même s'il n'a pas été sur l'arc, déjà premièrement il gagne 100 millions. Donc il n'a pas fait spécialement un truc sur Zo ou quoi qui a pu contrarier la marine ou le gouvernement. Donc à voir par la suite pourquoi il y a ce plus 100 millions. Et ensuite on voit pour la première fois son visage. Donc peut-être qu'on peut faire le lien, peut-être que son visage a fait que sa prime a augmenté. Bon, en vrai, là je fais la personne
comment dire, qui sait pas trop, mais dans les prochains tomes c'est révélé, mais je vais essayer de vous partager ce que je pensais. Donc peut-être que le fait que son visage était révélé a augmenté sa prime. D'ailleurs, la prime, enfin la photo qu'ils ont pris pour la prime, j'étais un peu déçu. Enfin, je veux bien que Sandy soit marrant et tout, mais c'est quand même un personnage normalement qui représente quelque chose d'assez stylé, quoi. C'est le bras gauche de Luffy, donc j'aurais aimé, je sais pas, une affiche où il fume, un truc comme ça. J'espère que ce sera l'affiche qui arrivera après l'arc de Wall Cake Island, quand il aura fait un truc de fou et qu'il reviendra à 300 millions comme Zoro et tout. Bref, là j'ai fabule encore. Donc voilà. Sanji, sa prime a augmenté. Et il y a la mention Only Alive. Donc c'est qu'il a vraiment un rôle important. Bon, je le sais maintenant, son rôle, c'est qu'il appartient à une famille noble d'assassins. Donc voilà. Je reviendrai sur ça par la suite dans les prochaines reviews. Une nouvelle information nous est livrée dans ce tome, c'est l'identité du 7ème Capitaine Corsair, celui qui nous avait été caché dans le tome 70, hein, rappelez-vous, on nous citait le nouvel ordre des Capitaines Corsair après recomposition due aux événements de Marineford, vu que Gekko Moria avait été enfin, il y avait volonté de tuer Gekko Moria, et en plus Barbe Noire avait quitté l'ordre des Captain Corsair, et donc dans ce nouvel ordre, entre guillemets, il y a quand même 4 anciens membres, c'est Mihawk, Doflamingo, Boa Hancock et Bartholomew Kuma, et les 3 nouveaux membres sont donc Trafalgar Law, Trafalgar Law, Baggy, qui reste lui un membre, et Edward Weeble, qui serait le supposé fils de Barbe Blanche. Alors, là, on peut se poser la question, pourquoi? Parce qu'il lui ressemble pas du tout, il a un physique grotesque. Hein. Barbe Blanche, il était quand même, il avait la particularité d'avoir un physique assez droit, enfin assez carré, il a la mâchoire carrée, il est grand, il est relevé, il a les épaules carrées, tout ça. Là, Edward Weeble, il est tout arrondi, partout il est arrondi, enfin, il a des dents pétées, il a des grosses lèvres, il a des cicatrices partout, il a des petits yeux. Bref, enfin, physiquement, il ne ressemble absolument pas. En plus, ça paraît bizarre quand même que Barbe Blanche, qui a toujours voulu une famille et qui a galéré à voyager à travers les mers pour se faire des fils et tout, et en réalité un fils, c'est pourquoi il n'est pas resté avec ce fils-là. Et en plus, le fait qui apparaît troublant, c'est que la mère de Edward Weeble, donc, est très bizarre en mode... Enfin, Edward Weeble, à un moment, il dit il faut qu'on aille tuer Barbe Noire pour venger mon père. Et là, elle lui fait non, t'inquiète pas pour ça, allons plutôt chercher les trésors de Barbe Blanche. Donc évidemment qu'elle a un comportement suspect, mais comme le dit Kizaru qui est à ce moment-là au siège de Marineford, et ça refait écho un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi la marine avant était un peu laxiste, là on le voit, Kizaru, il est toujours au siège de la marine, il fait pas grand-chose, enfin il prend pas trop d'initiative, bref, comme le dit Kizaru, pourtant, il a la force de l'ancien Barbe Blanche, du Barbe Blanche jeune. Et ça, c'est ce qui fait qu'il a un atout assez important. Il avait une prime assez importante avant qu'elle soit gelée, à savoir 480 millions. Et comment il a acquis cette prime? C'est parce qu'en fait, lui, son objectif, c'est de trouver tous les fils de Barbe Blanche et de leur demander où se cachent les trésors de Barbe Blanche. Et à chaque fois, il y a, comme ils le disent, il y a des embrouilles qui se créent entre l'équipage de Barbe Blanche et de ses alliés et Edward Weeble. Et Edward Weeble les défonce, mais il défonce à côté une ville entière en faisant des victimes civiles, tout ça. Ce qui fait que sa prime va augmenter. Mais d'après Kizaru, sa force reste un atout que la marine, dont la marine ne peut pas se passer. Ce qui fait ça. Ce qui fait ça, ça veut rien dire, bref. Et donc, moi, les questions que je me pose, c'est sur son origine. On voit qu'il y a des cicatrices partout et tout, donc peut-être que c'est dû à un dur entraînement, tout simplement. Mais ça me rappelle aussi les zombies de Thriller Bark. Mais à ce moment-là, je me demande comment ce zombie a été créé, avec le corps de qui, l'ombre de qui. Est-ce que c'est vraiment un coup de Gekko Moria? C'est pas que ça me déplairait, mais... dit comme ça me dit rien, le fait que Gekko Moria il crée un monstre comme ça et tout, ça me parle pas. Ensuite, est-ce que sa mère est vraiment sa mère? Non, pour moi non, clairement pas, pour moi elle le tourne en bourrique, c'est pas vraiment sa mère, Miss Bakin là. Et enfin, est-ce que, parce qu'à la fin de ce court moment où on le voit, il dit qu'il veut chercher Marco, et donc est-ce qu'il va l'atteindre? Mais il dit qu'il va passer par Luffy. Donc peut-être que Luffy c'est un nouvel ennemi qui va lui arriver dans les dents, mais peut-être que Luffy, en discutant tout simplement avec lui, va
le transformer et va le faire devenir son allié, ce qui serait un atout non négligeable dans la manche de Luffy. Hein. Il a l'air extrêmement puissant, il a la force de Barbe Blanche, sans visiblement être fruit du démon. Et voilà, ce que je pense de Edward Weeble. Voilà, on a très peu d'informations pour dire quoi que ce soit, c'est pour ça que je vais un peu me réserver. Une autre chose dont il m'a semblé logique de vous parler lors de cette review, ça concerne tout simplement les révolutionnaires, avec premièrement une discussion entre Koala et Monkey D. Dragon à propos d'un peu la géopolitique de One Piece, comme quoi il y avait des pays qui approvisionnaient de Flamingo en armes, l'espèce de métal saké, il me semble, métal alcool, un truc comme ça. Et aussi Dragon qui demande à Koala lors de cette discussion de réunir tous les cadres des révolutionnaires, et ça c'est un truc assez important. Enfin, on comprend premièrement déjà mieux l'organisation des révolutionnaires, enfin l'organisation des révolutionnaires en gros. Moi je pensais que, enfin ils étaient tous sur Balchico en gros, et qu'il y avait seulement quelques éléments ici là comme Ivankov ou Kuma, mais en fait non, il semble avoir vraiment beaucoup d'éléments de lieutenants de l'armée révolutionnaire qui sont dispersés dans le monde, et ça fait plaisir parce que ça faisait un petit peu mal au cœur, pardon, de se dire que Sabo c'était le second de Dragon, donc on se disait ah donc il n'y a pas plus fort que Sabo à part Dragon, et donc voilà, là on se doute qu'il va y avoir d'autres personnes plus fortes, enfin j'espère, et pas plus intéressantes mais différentes. Je pense que Ivankov en fait partie évidemment, mais il doit y avoir d'autres personnages, et peut-être qu'au cours de cette réunion de lieutenants de l'armée révolutionnaire, on aura plus de précisions sur le cas Kuma, et sur aussi ce qu'ils prévoient de faire pendant la rêverie, parce que c'est évident que les révolutionnaires vont tenter quelque chose pendant cette rêverie, donc c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Mais on a aussi, toujours sur Baltigo, on a le personnage de Jesus Borges qui a réussi à s'infiltrer jusqu'à Baltigo, qui était une île inviolée, une île inviolable, on ne connaît pas la raison. Pour moi maintenant j'ai deux hypothèses, soit c'était une île animale entre guillemets, un petit peu comme Zoo, on va revenir par la suite, donc j'imagine une tortue, je sais pas ou quoi, vu à quoi ressemble l'île, c'est une espèce de carapace blanche, soit c'est dû au pouvoir soit de dragon, soit de quelqu'un sur cette île, je pense plus à Dragon, qui aurait le Logia du vent, et qui donc ferait souffler le vent dans toutes les directions, si bien que personne pourra atteindre l'île. Et c'est pour ça que comme le dit Ivankov, il se tiendrait toujours dans une position vers l'est, pour que justement le vent souffle vers l'est, et qu'il soit sûr que personne n'arrive sur son île. C'est l'hypothèse que j'aurais, mais Bulges a réussi à s'infiltrer, il prévient, comment il s'appelle, Shiryu et Lafitte, qui sont d'autres commandants de la flotte de l'amiral Barbe Noire, et ces deux-là, d'ailleurs un truc assez marrant, c'est que ces deux-là se moquent un peu de Burgess, ils disent ouais Burgess t'es où, on allait chercher, on sait très bien qu'ils sont pas allés les chercher, bon, en tout cas on l'a pas vu, mais vu l'air un peu ironique dont ils le disent, c'est qu'on sait qu'ils sont pas allés chercher. Burgess il fait ouais les gars j'ai trouvé un truc et tout, venez vite, ils font ouais Burgess mais bon dis-nous t'es où quand même, tu nous saoules quoi. Donc ça me conforte dans l'idée que Burgess c'est loin d'être le plus fort de l'équipage de Barbe Noire, et loin d'être le plus, comment dire, le plus, enfin, qui a plus l'esprit de lieutenant. Je pense qu'il est surtout là parce qu'il est surtout lieutenant plutôt parce que il a été dans l'équipage de base, dans le noyau de base, mais que on va le voir que Lafitte, Shiryu, les autres peut-être ont beaucoup plus l'âme d'un lieutenant, et il leur dit je suis sur Baltigo, venez. Il y aura des armes pour cette guerre qu'on prépare, ou les armes que l'amiral Teach veut. Donc, ça pose plusieurs questions déjà. C'est, bon, ce que vont faire les révolutionnaires de ces armes, bon ça on s'en doute un peu, c'est attaquer le gouvernement, mais ce que veut faire Barbe Noire de ces armes, ça par contre on le sait pas du tout. Peut-être qu'il va attaquer un autre empereur, Kaido, Shanks ou Big Mom, peut-être qu'il va attaquer le gouvernement, peut-être qu'il va attaquer, je sais pas, il y a plein de choses à attaquer, peut-être qu'il va profiter de la rêverie pour faire autre chose. On sait qu'il a un plan qui est minutieusement préparé, minutieusement écrit. Peut-être que l'aboutissement de ce plan, c'est pas devenir un empereur, mais il y a encore quelque chose derrière. On sait qu'il veut devenir maître du monde, donc c'est que le plan visiblement n'est pas fini, et qu'il aurait donc besoin de ces armes. À voir comment il va les récupérer, s'il va les récupérer face aux révolutionnaires. Il va y avoir un clash entre les deux, auquel je pense les révolutionnaires
vont devoir fuir ou je sais quoi, ou je sais pas, enfin je pense, je le sais aussi, mais voilà, c'est un truc qui me semble assez important et qui, une nouvelle fois, conforte cette idée de grande guerre finale. Dernier élément que je voulais aborder mais qui ne concerne pas directement l'arc suivant, c'est la présence de Baggy le Clown aux 1000 pièces, le Captain Corsair, donc comme je l'ai dit plus tôt, et on le voit donc sur ce qui semble être sa base, son île de base, il y a un énorme chapiteau avec plein de ses hommes. On apprend que c'est devenu un espèce de mercenaire qui envoie des pirates intérimaires, c'est un peu drôle, là où on le demande, hein, là où l'argent est, et on voit un petit peu sa réaction comment dire, au fait qu'il ait perdu les 5 géants de son équipe, enfin de son équipe de mercenaires plutôt, oui. Et voilà, on voit aussi un peu Galdino, Mr. Tree, Lady Arbida, Mord, voilà, on voit tout son équipage. Et c'est ce qui fait dire que ce tome ressemble énormément au tome 25 de One Piece. Si vous avez la collection One Piece et que vous lisez le tome 25, vous verrez qu'il y a énormément de similitudes. Déjà, on rencontre de nouveaux corsaires dans ces deux tomes. Dans le tome 25, c'était Kuma et Doflamingo. Là, c'est Edward Weeble. Aussi, on voit Baggy après un long moment. Donc là, c'est le cas aussi. On voit le personnage de Sengoku et de Otsuru. Enfin bref, il y a plein de similitudes entre ces deux tomes. Ça fait plaisir parce que le tome 25 était un de mes tomes préférés. Le tome 80 aussi, de toute façon. Voilà. Et aussi, un truc qui m'a fait un peu bizarre, c'est que pour la première fois où on voit Baggy après le fait qu'il. Enfin, depuis qu'il est sur le Nouveau Monde, c'est la première fois qu'il ne parle pas du trésor de Jack. Non, pas de Jack. C'est le trésor du. Comment il s'appelle? Bref, le trésor à laquelle il recherchait, c'est le trésor de Davy. Voilà, le trésor de Davy. Il recherchait le trésor de Davy, Baggy, qui est censé être un trésor avec des milliers de richesses et tout. Bah, un trésor classique de pirate, quoi. Et là, pour la première fois, il ne le cherche pas. Donc, peut-être qu'il a abandonné cette quête. J'attends de voir la suite des éléments. D'autant plus qu'il avait chopé le bracelet de Luffy qui indiquait la carte et tout, donc je sais pas. Peut-être que Oda a oublié. Non, pas possible. Enfin, enfin, on va pouvoir parler de ce nouvel arc, l'île de Zou, qui n'est pas vraiment une île, hein, on s'en rend compte dès que nos personnages arrivent dessus. En fait, c'est un énorme éléphant du nom de Zunisha qui parcourrait la mer depuis des centaines d'années, je crois 1000 ans pile. Et voilà, le premier truc que ça m'a évoqué, c'est on sait qu'il y a des monstres marins qui sont plus gros que la normale, c'est les rois des mers, hein, on le voit sur le deuxième poisson. Shirahoshi est la seule à pouvoir leur parler. Alors pourquoi pas des rois des terres, avec je sais pas, un éléphant, après je sais pas pourquoi, un tigre, un animal volant, bref, peut-être qu'on aura aussi d'autres animaux du type, des animaux géants qui parcourraient le monde comme ça, ou peut-être qu'il y a une île qui est dédiée à ces animaux qui seraient sur cette île, mais il faudrait que l'île soit vraiment géante, et j'ai un peu de mal à l'imaginer. En tout cas voilà, on découvre que c'est un éléphant, il semble pas avoir de conscience pour le moment, il a les yeux noirs, donc bon, je sais maintenant qu'il a vraiment une conscience et qu'il est vivant et tout ça, mais décrit comme ça, on aurait dit qu'il n'avait pas de conscience. On arrive donc sur Zou, nos personnages montent, il y a un moment très fun où Kanjuro fait un dragon qui est vraiment moche, dont Robin trouve super mignon, mais qui à la fin meurt, et donc ils font allez courage, courage, vas-y, monte jusqu'au bout. Et on découvre que l'île de Zou abrite une civilisation millénaire aussi, c'est la civilisation des Mink. Alors Mink en anglais ça veut dire vison, donc les Mink on le voit très rapidement, c'est des créatures humanoïdes, donc qui ont la forme d'humains, mais qui sont mixées avec des mammifères entre guillemets, mais des mammifères à fourrure. Un peu comme les chats, les chiens, les ours, les loups, tout ça, tous les mammifères à fourrure. Et voilà, on découvre cette nouvelle île, une nouvelle peuplade dont le nom était déjà évoqué à Shabondi sur la liste de tous les prix pour les différentes espèces là au marché des esclaves, et dont on voyait déjà un représentant qui est Beppo, qu'on renvoie d'ailleurs sur cette île. Hein. C'est grâce à lui que nos amis les Mugiwara arrivent à cette île en utilisant sa carte de vie. Donc voilà, cette civilisation est donc millénaire, donc peut-être qu'elle sait quelque chose sur le siècle oublié. Donc peut-être que même Zunisha, peut-être elle-même ou lui-même, je sais pas trop si c'est un homme ou une femme, enfin un mâle ou une femelle, a un rapport avec ce siècle oublié, qui savent des choses, puisque ça a l'air d'être une communauté en autarcie, qui n'a pas évolué avec les autres communautés,
de par Zunisha, qui est un éléphant géant, donc il vit sur le dos, dont le gouvernement n'a aucune emprise dessus. Donc voilà, peut-être qu'il y a un rapport avec le siècle oublié, tout ça. Ensuite, on a des petits moments, fun sur l'île, là, où Luffy est super content, il découvre, hein, c'est le renouveau de l'aventure, on voit qu'il y a un arbre énorme en forme de baleine, et on voit surtout des marques de combat, genre le pays semble détruit, semble vide, inhabité, on voit comme le dit Zoro, il y a des empreintes très énormes, les ports sont forcés, les bâtiments sont détruits. Là encore, c'est moins pertinent ce que je vais dire vu que j'ai déjà vu la suite, c'est bien sûr Jack qui a fait ça, hein. Il d'ailleurs fait mention dans ce tome de Jack, c'est Wanda qui fait mention de Jack, qui dit ah Jack a tout détruit et tout. Et un autre fait important, c'est, je vais peut-être finir sur ça, c'est justement les Minks, ce qu'ils sont en termes de capacité physique. On voit donc qu'ils ont des capacités physiques hors normes. Il y a Carrot qui arrive à modifier la trajectoire de son saut en l'air, et qui arrive par cela à esquiver un coup de Zoro, ce qui est quand même franchement fort, hein. Des gens qui ont esquivé des coups de Zoro, comme ça, il n'y en a pas des milliers sur le monde. Et en plus, juste après, elle fait un saut énorme, où elle arrive à surplomber l'île, et elle a aussi une très bonne vision, vu qu'elle arrive directement à voir que Luffy est là-bas, tout ça. Luffy, qui était là-bas, donc se battait avec un Mink buff, et entre guillemets enfin non, il se battait juste avec un Mink buff, et Jambar de l'équipage de l'eau se battait avec le Minx gorille. D'ailleurs, moment très drôle, hein, c'est quand, pour les empêcher de se battre, Wanda donne des bananes au Minx gorille et jette un drapeau rouge au Minx taureau pour le détourner l'attention. Et on apprend, au travers de ces déconfrontations, que les Minx semblent avoir des pouvoirs électriques. Et pour moi, c'est en rapport avec leur fourrure, avec l'électricité statique qu'ils génèrent. Ils arriveraient à créer cette électricité et à se battre avec. Et encore une fois, on va parler de Chopper. Ce serait pourquoi pas un power-up très intéressant pour Chopper. Parce que il faut que nos personnages évoluent, il faut qu'ils deviennent plus forts. Et il n'y a pas que le fluide dans le nouveau monde. Là, Oda nous le remontre. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Sai et de son pouvoir de vibration. Là, il y a les Mix qui manient l'électricité. Un peu comme les hommes poissons maniaient l'eau. Les Mix manient l'électricité. Et donc, pourquoi pas, Chopper apprendrait cette technique et pourrait se battre avec. En utilisant son Kung Fu Point, on pourrait vraiment faire des trucs sympas. Et voilà. Enfin, ouais, c'était pas le dernier point vraiment, c'est l'accueil des chapeaux de paille, ils semblent très chaleureux, les Mix semblent les accueillir comme des sauveurs, et on verra pourquoi pas dans les prochains tomes, hein, dans les reviews des prochains tomes, sauf que on conclut sur la dernière page, c'est Nami qui pleure et qui dit Sanji, Ila, et 3 petits points, voilà. Donc il y avait un assez gros suspense quand j'ai lu ce tome, hein, parce que vous qui lisez les scans, bon, vous avez entendu 1 ou 2 semaines pour à peu près savoir la suite, moi j'ai dû attendre 4 mois. Je peux vous dire que ça fait long. J'avais fait plusieurs hypothèses, comme quoi Sanji avait été capturé par Big Mom parce qu'il cuisinait bien, ou comme quoi c'était Jack qui avait capturé Sanji, tout ça. J'avais plein d'idées. Il y en a quelques-unes il y avait des éléments de vérité, mais je pourrais jamais vous les dire, hein, parce que j'ai fait la review beaucoup trop tard. Voilà, c'est ma faute. Mais voilà, ce tome se conclut sur ça, en laissant plein de mystères. On arrive sur une nouvelle île, on a de nouveaux enjeux, on a Jack, on a les Mink, on a plein de nouveaux personnages. Et on a une nouvelle, comment dire, un axe d'intrigue qui est lancé, c'est la disparition de Sanji. Donc voilà. Je vais en profiter pour conclure maintenant sur mon ressenti global sur ce tome. C'est un excellent tome qui rompt nettement avec les 10 tomes précédents qui étaient sur Dressrosa. Bon, Dressrosa, c'est un arc que j'aime beaucoup, moi, qui me tient particulièrement à cœur, mais c'est un arc qui s'est étalé sur les longueurs, pas forcément négatif, hein, mais qui, par ce biais, il n'y avait pas trop d'informations. Là, en un tome, on a énormément d'informations, ça bouge très vite, ça circule à gauche, à droite dans le Nouveau Monde. Donc voilà, franchement, c'est un tome, c'est mes tomes préférés, c'est tome Interarc, c'est vraiment les trucs que je préfère, parce que c'est là qu'on en apprend le plus sur le monde de One Piece, sur la géopolitique globale de One Piece, et c'est quelque chose, la géopolitique de One Piece, c'est pour moi le meilleur truc du manga, ce qui le démarque de tous les autres shonen. Voilà, l'immensité, les liens qu'il y a entre les personnages et le fait que les événements ont tous des répercussions les uns sur les autres, ça me fascine à quel point Oda arrive à maîtriser ça. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, je crois que ce sera une vidéo débat sur un sujet assez houleux, et je vous dis donc à la prochaine, restez connectés. A plus!